En septembre 1915, Foxy Ferdinand de Bulgarie, voisin de la Serbie, s'allie secrètement avec l'Allemagne. Et en octobre, les Britanniques et les Français débarquent à Salonique, dans la Grèce neutre. Cette manœuvre manquée pour aider la Serbie doit immobiliser à la longue 600 000 hommes dans ce que les observateurs allemands appellent avec sarcasme le plus grand camp d'internement de la guerre. La Turquie se révèle aussi comme une saignée sur les ressources alliées, réclamant de plus en plus de troupes impériales pour les campagnes de Mésopotamie et des Dardanelles. Ce qui commence comme une simple opération pour sauvegarder les installations de pétrole du Golfe Persique se termine par l'humiliation des Britanniques au siège de Kout, où ce qui reste de l'armée britannique, un groupe de soldats affamés sous le commandement de l'ambitieux Townshend, se rend en avril 1916 aux implacables Turcs. Les troupes indiennes émaciées se laissent mourir de faim plutôt que de manger de la viande de cheval. La Turquie, bien qu'un ennemi secondaire, se montre un adversaire redoutable. À Gallipoli, les forces britanniques, australiennes, néo-zélandaises et françaises combinées sont très mal équipées. Elles rencontrent une vive résistance de la part des Turcs et ne parviennent qu'à prendre pied précairement sur la péninsule au cap Hélas et à la crique Anzac avant que la campagne ne s'installe dans l'impasse de tranchées trop familières, rendue insupportable par la chaleur extrême, les maladies et l'insuffisance critique d'approvisionnement. La puissance maritime britannique, tant vantée, fait gravement défaut alors que la guerre est acculée dans une nouvelle impasse. Au début de l'année 1916, les dernières troupes sont évacuées de Gallipoli en un repli tactique brillant, terminant la tragédie des Dardanelles. Fausse manœuvre terrible, bien que magnifique. Une action décisive aurait pu forcer la Turquie à sortir de la guerre. La route commerciale vers la Russie aurait été dégagée et un nouveau front aurait même été ouvert contre l'Allemagne. Mais le détroit de la mer Noire reste bloqué et la Russie isolée de ses alliés de l'Ouest. Les survivants de Gallipoli laissent derrière eux 200 000 camarades disparus, victimes de la maladie comme du conflit. L'architecte du fiasco, Winston Churchill, ne regagne pas sa réputation pendant toute la durée de la guerre. Pourtant, le grand carnage ne s'est pas encore produit. La guerre s'aggrave, envahissant tous les secteurs de la vie économique, politique et sociale. La guerre devient dangereuse pour l'élite dirigeante dont la mauvaise gestion et la faiblesse sautent aux yeux. Maintenant, ils ne peuvent se permettre une défaite. La guerre est poursuivie avec une férocité encore plus grande quand le front réclame de plus en plus d'hommes, d'obus et d'armes pour sortir de l'impasse sanglante. L'enjeu est considérable. Les disparus ne peuvent avoir affronté la mort en vain. De cette campagne résolue sur le front de l'Ouest résultent 3 batailles qui deviennent le symbole de la Première Guerre mondiale, du carnage effrayant, des opérations qui ne mènent à rien. Verdun, la Somme et Passchendaele. La facilité avec laquelle les Allemands transportent leurs armées d'un front à l'autre, d'un lieu critique à l'autre, grâce à leur superbe réseau ferroviaire stratégique, amène les Alliés à lancer un assaut total en 1916 et à appliquer une pression concentrique, militaire, navale et économique pour écraser les puissances d'Europe centrale, une fois pour toutes. Le pivot de la stratégie doit être une attaque massive où les lignes alliées se rencontrent, à la Somme.
Mais l'Allemagne a son propre plan. Un assaut sur une cible, symbole cher aux Français qu'ils sont obligés de défendre jusqu'au bout, les forteresses de Verdun. À 7 h du matin, le 21 février 1916, les Allemands commencent la grande bataille avec le bombardement le plus destructif jamais vu dans cette guerre. Cependant, 10 mois plus tard, Verdun résiste toujours. Grâce à la ténacité des Français, à la voie sacrée, l'artère vitale par laquelle 3000 camions par jour apportent des vivres à l'armée assiégée, Verdun est toujours en vie. Mais à quel prix ? Le grand creuset de destruction a fait 700 000 victimes parmi les Français et les Allemands, et tout cela pour quelques futiles forteresses. Et la folie continue. Avec le siège de Verdun, la Somme a perdu toute valeur stratégique en tant que champ de bataille. Cependant, avec une obstination classique, les Britanniques décident de mettre leur plan à exécution contre un ennemi bien préparé, fort d'un système de tranchées-abris de 12 mètres de profondeur, bien protégé contre le plus fort bombardement. Il est inconcevable que cette ligne puisse être forcée. Et cependant, le 1er juillet, après 8 jours de tirs de barrage sans effet, la 4e armée britannique monte au front en ordre parfait. Vague après vague, les troupes d'infanterie quittent leurs tranchées un matin de juillet ensoleillé pour aller s'empêtrer avec un équipement lourd dans les fils de fer enchevêtrés et s'embourber dans les cratères et les fondrières creusées par le bombardement. Les Allemands ont amplement le temps de sortir indemnes de leurs tranchées et de commencer un carnage horriblement facile. Avec la dernière salve de mitrailleuses, les canons deviennent silencieux sur la Somme. À la fin de l'après-midi, les Britanniques perdent 60 000 soldats, dont un tiers sont tués au cours de la pire journée de carnage infligée par une armée pendant la guerre, du jour le plus sanglant dans l'histoire de l'armée britannique. Trois jours s'écoulent avant que tous les blessés puissent être ramenés dans des douleurs intenses du champ de tuerie. Et pourtant, pendant 6 mois encore, le bain de sang continue, avec une indifférence presque criminelle de la part des généraux qui refusent de renoncer à leur vantardise ou changer quoi que ce soit à la rigueur de leur plan. C'est la guerre selon les règles, une tentative de contrôle des incertitudes et des confusions de la guerre en refusant simplement de les reconnaître. Au 13 novembre, la vanité obstinée des deux camps cause 1 million de morts et de blessés. Les infortunés guerriers de la Somme, épuisés, doivent être les témoins de 2 événements qui deviennent le symbole d'une guerre qui a changé pour toujours. Le 14 juillet, dans une soudaine attaque matinale du front allemand, les lignes sont occupées sur 8 km. Puis survient cette échappée traditionnelle dont rêve tout général britannique. L'infanterie est témoin d'un spectacle unique sur le front de l'Ouest. 3 divisions de cavalerie galopant vers la brèche, au son du clairon, les fanions au vent, les lances étincelantes. La vision glorieuse s'écroule alors que les mitrailleuses ouvrent le feu. Deux mois plus tard, les premiers et rares chars d'assaut britanniques écrasent les fils de fer barbelés. L'idéalisme périt sur la Somme. Les volontaires enthousiastes ne le sont plus. Ils perdent la foi en leur cause, en leur chef et en tout, excepté la loyauté envers leurs camarades.
Les populations civiles sentent la guerre se rapprocher. Parmi les victimes se trouvent non pas des héros lointains, mais leurs amis, leurs parents, leurs proches. L'inflation apparaît, le prix de la nourriture monte en flèche, les prix ne sont soumis à aucun contrôle. Les files d'attente pour le pain et les soupes populaires se multiplient. Le marché noir fait rage. L'Allemagne, victime d'une moisson ratée et commençant à ressentir l'effet du blocus, meurt de faim. Mais malgré les privations qui pénètrent dans la vie d'un nombre toujours plus grand de la population, en Grande-Bretagne, les riches peuvent toujours se permettre des divertissements. Sans doute ferment-ils une aile de leur demeure pour économiser le combustible, ou perdent-ils quelques domestiques allant travailler dans les usines de munitions, mais il y a toujours Ascot et le Derby, même si la gaieté de Paris leur est interdite. Cependant, face à l'inégalité flagrante, dans tous les pays, des fissures commencent à apparaître. La trêve sociale chancelante en 1914 a simplement camouflé les lézardes provoquées par l'hostilité entre l'élite dirigeante et le peuple exigeant des réformes sociales. On ne voit encore que des signes sporadiques, émeutes de la faim, grève contre la conscription, groupes de pression d'objecteurs de conscience devenant plus puissants, mais le grondement des mécontents se fait plus bruyant. Les troubles nationalistes alimentent ce feu caché. La révolte arabe contre l'Empire ottoman, le soulèvement de Pâques manqué des séparatistes irlandais, les désertions des Tchèques dans les armées austro-hongroises polyglottes qui sont déjà affaiblies par l'offensive d'été du général russe Brusilov en 1916. Cette offensive a des conséquences politiques d'une portée considérable. Les armées des Habsbourg perdent leur enthousiasme pour la lutte. L'unité, la loyauté et la cohésion disparaissent. Et la perte d'1 million de soldats au cours de cette dernière grande campagne russe de la guerre contribue à l'effondrement de la dynastie des Romanov, dégageant la voie pour la révolution de 1917, alors qu'on assiste à la débandade des Russes et leur abandon de la guerre en signe de mécontentement. En novembre 1916, le vieil empereur au destin tragique, François-Joseph d'Autriche, s'éteint, signalant la fin d'une époque comme l'ouvrage de sa vie s'écroulait, l'empire pour lequel il a combattu et conspiré, déchiré par la guerre et l'insurrection. Avec lui, l'ancienne Europe disparaît à jamais. La guerre totale, guerre qui a empiété sur la vie de chaque citoyen, en est la garantie. Les promesses vaines de 1914 se sont maintenant changées en une amère dérision, alors que la facture du boucher, dénombrant les vies gâchées, la faim, les privations, les sacrifices et les chagrins, est examinée. La ferveur nationaliste, enflammée par une propagande trompeuse, s'est aigrie pour devenir désillusion, désespoir et amertume qui se lisent sur les visages silencieux et crispés de ceux qui reviennent du front. On me demande où je suis allé, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu. Tout ce que je peux répondre, c'est « ce n'était peut-être pas moi, mais quelqu'un juste comme moi, qui est allé au-delà des mers, avec ma tête et mes mains, tuer des hommes en terres étrangères, bien que je sois à blâmer parce qu'ils portaient mon nom. » Mais il n'y aura pas de paix ni de compromis. La conscription remplit les vides laissés par les disparus et les nations combattantes se serrent la ceinture et remplissent leurs arsenaux pour une autre année de guerre encore, une guerre d'engins encore plus diabolique pour mutiler, pour tuer, inspirée de la nouvelle technologie humaine, le sous-marin, le char et le plus obscène et redouté de tous, le gaz asphyxiant.
Par contraste avec l'Europe, l'Amérique, qui a mis un point d'honneur à ne pas faire la guerre, jouit de la période la plus prospère de son histoire, s'enrichissant en fournissant les besoins des Alliés, tandis que le président Woodrow Wilson joue le rôle d'artisan de la paix. Le 18 décembre 1916, Wilson invite les belligérants à stipuler leurs conditions de paix, mais il est trop tard. Les dirigeants, Lloyd George en Grande-Bretagne, Nivelle en France et le puissant Ludendorff s'opposent formellement à un compromis. Les Alliés sont alors résolus à entraîner les États-Unis dans la guerre. Il ne faut qu'un dernier appel à l'idéalisme américain pour porter ces vastes ressources du côté des Alliés. Les Yankees arriveront bientôt et la guerre continuera. Les soldats se terrent misérablement dans les tranchées et tout le long du front de l'Ouest. Au cœur de ce troisième hiver glacial, ils doivent méditer avec tristesse sur la promesse vaine de 1914. On leur avait dit alors qu'ils seraient rentrés à la maison pour Noël. On ne leur avait pas précisé lequel. Au cours de l'été 1914, les nations de l'Europe entrent dans un conflit d'une sauvagerie imprévisible et sans précédent. Le mouvement vers la guerre est inexorable et pourtant la guerre aurait pu être évitée. Le consensus général et une apparente cordialité masquent les dissensions qui se préparent, cachées par une impressionnante logique de mobilisation industrielle et d'armement. Du centre de la tempête balkanique, les vents de la guerre se déchaînent vers l'extérieur, engouffrant les nations les unes après les autres. Dans un tourbillon de rumeurs, de menaces et de diplomatie frénétique, les grandes puissances mobilisent leurs troupes en marche vers la guerre. Pendant 40 ans, une structure d'alliance maintient l'équilibre du pouvoir en Europe et par conséquent la paix. En 1914, cette structure se cristallise en deux grands camps armés. En Europe centrale, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'allient à la Turquie. À la périphérie, la Grande-Bretagne, la France et la Russie font le contrepoids. Depuis la guerre franco-prussienne de 1871, les chefs militaires, les progressistes comme les réactionnaires, se mettent tous d'accord sur un point. La suprématie de l'attaque est la meilleure méthode de défense. La mobilisation des Russes à l'appui de leurs intérêts dans les Balkans provoque une peur panique parmi les puissances d'Europe centrale. Craignant une guerre sur deux fronts, les Allemands élaborent depuis longtemps une stratégie de mobilisation rapide et d'avance fulgurante à travers la Belgique pour pénétrer en France. En contournant l'armée française et en encerclant Paris par l'ouest, les Allemands projettent l'élimination rapide de la France. Toute menace sérieuse de ce côté est donc écartée. C'est ainsi qu'un système d'alliance conçu pour maintenir la paix, combiné avec des philosophies militaires en faveur de l'attaque, pousse l'Europe toujours plus près pour finalement la précipiter dans la guerre.
La ferveur guerrière est généralisée. Chaque nation entre en guerre croyant le faire au titre de la légitime défense. Et à la perspective de nobles sacrifices, d'aventure et de gloire, vient s'ajouter la conviction d'une vertu morale. On voit partout des démonstrations d'unité nationale. Le patriotisme est exacerbé par la propagande. Les conflits intérieurs se dissipent dans un nouvel esprit de conciliation et de compromis. Il y a un sentiment universel de vertu et une certitude que tout sera réglé très vite. En septembre, après 6 semaines de combats violents, la campagne allemande à travers la France et la Belgique est en perte de vitesse sur la Marne. À l'est, les Russes subissent de lourdes pertes aux batailles de Tannenberg et des lacs Masuriens. En décembre, ils sont sur la défensive et stabilisent la ligne de front. En France, la guerre dégénère en un futile massacre, rendu encore plus terrible par un bombardement incessant. Les deux camps combattent pour regagner l'initiative et reprendre la guerre de mouvement. Face à une impasse en France et face à une pause inquiétante sur le front de l'Est, les Alliés obtiennent l'intervention de l'Italie grâce à des promesses de gains territoriaux en Autriche et dans les Balkans. Mais la contribution des Italiens se montre insuffisante pour affronter les puissances d'Europe centrale ou pour forcer l'impasse militaire en retirant des forces des autres fronts. De nouveaux efforts sont déployés pour étendre la guerre. Des débarquements à Salonique et dans les Dardanelles n'apportent que de nouveaux échecs et une stagnation plus intense sur tous les fronts. On essaie de faire porter le fardeau de la guerre aux populations civiles. Les flottes de haute mer de la Grande-Bretagne et de la France imposent un blocus de leurs ennemis continentaux. Sous les eaux, les Allemands imposent leur propre blocus. Les pertes en hommes sur le front se multiplient et parallèlement les privations s'intensifient dans le pays. À la pénurie croissante viennent s'ajouter les exigences insistantes de l'industrie. Le flot des armes a pour but de rétablir la guerre de mouvement, mais il produit l'effet contraire. Sur un terrain défoncé et tourmenté par les incessants bombardements, les troupes qui avancent sont dans une situation désavantageuse sur tous les points. Pourtant, le carnage se poursuit. Aux batailles de Verdun et de la Somme en 1916, près de 2 millions de vies sont sacrifiées en vain. Cette stagnation ne renferme guère d'espoir de solution pacifique. La guerre, qui avait commencé en une bataille de survie, développe son propre dynamisme incontrôlable. L'apparition sur la scène politique de Hindenburg et de Ludendorff en Allemagne, de Lloyd George en Grande-Bretagne et de Clémenceau en France marque un durcissement des attitudes et une impasse politique aussi absolue que n'importe quelle impasse militaire. C'est ainsi qu'en 1917, les puissances sont toujours en guerre. Le conflit est rendu encore plus mortel et plus insoluble par l'impasse des armes et le manque d'initiative. Sur chaque champ de bataille, des luttes mornes reflètent la détresse grandissante et l'épuisement total des hommes et des nations. Seul dans les airs, un sentiment de vigueur et de mouvement voit le jour. Au début de la guerre, l'aéroplane en est encore à ses premiers balbutiements et les premières machines embryonnaires aux constructions maladroites et rudimentaires attirent les critiques plutôt que les louanges des chefs militaires.
Cependant, dans les premiers mois de la guerre, ils prouvent leur valeur et justifient amplement les investissements qui leur sont accordés de mauvaise grâce. Les aviateurs britanniques sont les premiers à faire connaître les mouvements des Allemands vers Mons et la Marne, permettant ainsi de prendre des mesures pour arrêter leur avance. Les pionniers de la reconnaissance aérienne sont munis de pistolets ou de carabines. Ces armes sont ensuite remplacées par des mitrailleuses montées à l'arrière de l'appareil ou en une position leur permettant de faire feu à l'avant au-dessus de l'hélice. C'est en 1915 qu'est mis au point l'interrupteur mécanique. Ce dispositif permet à l'arme de faire feu à travers l'arc de l'hélice en déclenchant la culasse lorsque la pale se trouve dans la ligne de tir. Cette invention permet de lancer le premier appareil de chasse véritable. Les progrès remarquables de la technologie des aéroplanes au cours de la guerre et le développement simultané des tactiques de combat aérien reflètent un esprit d'initiative qui fait singulièrement défaut dans presque tous les autres théâtres de conflit. Ayant prouvé leur valeur dans le domaine de la reconnaissance, les premiers aviateurs s'assureront par la suite que les hostilités seront menées avec autant de véhémence dans les airs que sur terre, puisque le contrôle du ciel au-dessus des tranchées décide du contrôle des renseignements militaires. En plus de la reconnaissance des premières lignes, les aéroplanes servent de plus en plus au meilleur positionnement des canons, permettant à l'artillerie de viser les positions ennemies avec plus de précision. À partir de ces débuts primitifs devaient évoluer les premiers bombardiers spécialisés et le commencement de ce qui va devenir une controverse sans fin entre le bombardement tactique et le bombardement stratégique. Les raids de Zeppelin sur Londres engendrent le concept du bombardement, non seulement des industries et des installations loin du front, mais de toute une population, ce qui sape le moral et affaiblit la résolution nationale. Le rôle en évolution des aéroplanes conduit à des spécialisations et des divergences par la production de différents modèles destinés à des usages variés. En 1917, on assiste à la mise au point des premiers bombardiers à longue portée. Parmi eux, le remarquable Gotha, un avion bimoteur à hélice propulsive qui reprend en grande partie le rôle du Zeppelin en bombardant Londres par intermittence de 1917 jusqu'à la fin de la guerre. Le premier avion de combat fait aussi son apparition, de même que l'avion de reconnaissance léger, rapide et plus sophistiqué. De grands progrès voient le jour dans le développement de formations spécialisées, alors que les deux camps cherchent à résoudre les nouveaux problèmes de la défense aérienne. En même temps que les ballons de barrage, les canons antiaériens font leur apparition. Au début, les canons de campagne de l'armée sont munis d'affûts à forte déviation, mais ils sont accompagnés bientôt d'armes spécialisées lançant des obus munis de fusées à retardement. Pour les soldats dans les tranchées, pour les citadins là et de plus en plus accablés, les exploits de ces premiers aviateurs représentent le seul soulagement au milieu de la stagnation paralysante du front, les appels de la sirène et les demandes incessantes pour de plus grands sacrifices et d'efforts au pays.
Survolant les armées qui se morfondent dans la boue envahissante, ils tiennent la promesse illusoire qui a tant galvanisé les nations pendant l'été de 1914. La promesse d'aventure, de nobles combats, d'actions héroïques. Mais pour ces exploits, ils doivent payer chèrement. En un mois, en 1917, sur le front de l'Ouest, les Britanniques seuls perdent 316 pilotes et observateurs et 224 avions. À cette époque, presque un tiers de leur entière force d'opération. Parmi les rôles assumés par les aviateurs dans la Grande Guerre, l'un surtout acquiert une fascination et un prestige au-dessus de tous les autres. C'est celui de pilote d'attaque. On appellera d'ailleurs les plus valeureux des As. Parmi eux se trouvent des noms destinés à figurer pour toujours dans les annales de la guerre. Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, Major Mick Manock du Royal Flying Corps, le pilote d'attaque et as canadien Billy Bishop, et un autre qui doit mettre sa réputation au service de l'infamie dans une autre guerre, l'as allemand Hermann Göring.